Tout de suite, notre dernière partie d'émission, on va parler de l'Égypte, mais des relations avec le continent africain. Vous savez que souvent on se pose la question, l'Égypte fait partie de quel continent, même si géographiquement parlé, on le sait, elle fait bien partie de l'Afrique, mais de par sa position, l'Égypte a toujours été un carrefour entre les différents continents, à travers les différents pays. C'est souvent un lieu de commerce, souvent un carrefour culturel entre les différentes communautés et civilisations anciennes. Et elle a joué un rôle prépondérant dans l'histoire du monde. La civilisation égyptienne antique, vieille de plus de 5000 ans, contribua profondément au rayonnement intellectuel, artistique et scientifique de l'humanité. Nous avons adopté des coutumes africaines. L'Afrique a pris de nous des coutumes et des traditions. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette interview donc, que nous avons le plaisir de faire avec Dr Ismaël Hamid, écrivain, historien. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on a dit, on est bien rattaché à l'Afrique et on le voit par le Nil. Le Nil qui part de l'Égypte et qui continue jusqu'à une grande partie de l'Afrique. Oui, donc, est-ce que c'est ce qui a fait que les liens ont été renforcés à travers l'histoire, le Nil? Oui. Bien sûr, l'Égypte se trouve, alors ça c'est géographiquement, l'Égypte se trouve dans deux continents, ok? Mais la grande partie égyptienne, c'est la partie africaine. C'est à peu près 94% du territoire d'Égypte, c'est la partie africaine. Seul, justement, le Sinaï, c'est la partie asiatique de l'Égypte, presque 6% de territoire. Et parce que la grande partie africaine, donc logiquement qu'on appartient à l'Afrique. Le lien le plus important à travers les siècles, à travers l'histoire, donc c'est le Nil. Le Nil, c'est le plus long fleuve du monde, 6700 km de long, qui vient de deux sources, la source éthiopienne et la source des Grands Lacs. Après, le Nil court en 11 pays africains. 11, ça c'est énorme, ça n'existe pas avec un autre fleuve. Et le pays le plus loin, c'est le Congo, après Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Érythrée, Éthiopie, Sud-Soudan, le nord du Soudan, c'est l'Égypte après. 11 pays, tous ces pays-là s'appellent les pays de l'Indougou, et ça c'est le nom de l'organisation locale qui rassemble tous ces pays-là. Le Nil, vraiment, c'est un fleuve très sacré dans tous les livres sacrés. Alors, c'est mentionné dans le Coran, dans la Bible. La Torah appelle le Nil comme le fleuve d'Égypte. Ok, Nilo Mesra. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Donc, et même aussi, dans les sources historiques, il parle de Nil comme des autres fleuves. Il y a le fleuve de Niger. Niger, là, ça c'est très lent, c'est très ancien et c'est très important aussi par rapport aussi beaucoup du royaume islamique. Le Mali, Ghana, Songhai, Kanem, Bornou, et puis beaucoup de pays là-bas pendant la période médiévale. C'était au bord de Niger. On l'appelle le Nil de Niger. C'est grâce aussi au Nil d'Égypte. Le Nil, vraiment, c'est un fleuve très important pour la vie de l'Égypte et bien sûr l'Afrique. C'est un lien éternellement, bien sûr, entre l'Égypte et l'Afrique. C'était aussi utilisé comme un moyen pour le commerce, pour les migrations. Beaucoup de tribus après, bien sûr, l'installation des Arabes en Égypte après 640, beaucoup de tribus arabes, bien sûr, faisaient les migrations au centre jusqu'au bassin de Nil. Alors après, ils ont commencé ce qu'on appelle l'arabisation de bassin de Nil. Et ça, c'est ma spécialisation profonde. Ma thèse de magistère, de doctorat sur le tribu arabe. Magistère, la tribu arabe en Afrique et dans le bassin de Nil. La tribu de Johaina, c'est au magistère Banu Hilal dans le bassin de Nil et le rôle de la propagation de la culture arabe et l'islam dans le bassin de Nil. Donc ça me rattache beaucoup le lien entre le Nil et bien sûr. Le Nil aussi était utilisé pour le pèlerinage. C'était tous les pèlerins qui viennent du nord de l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique, utilisent, ils arrivent jusqu'à Alexandrie, son centre là. Après, ça commence le convoi. C'est ce qu'on appelle le convoi. C'est ce qu'on appelle aussi le Mawkib al-Hajj. C'est comme ça, le convoi de pèlerinage qui était fait par l'État. Alors, il y a un prince
qui conduisait tout ça. Puis on utilise le Nil, on arrive jusqu'à Kous et depuis Kous, on arrive jusqu'à la mer Rouge. Puis on prend le bateau jusqu'après Jeddah ou n'importe quel port pour arriver. Donc beaucoup de liens que le Nil utilise, qui servaient l'Égypte pour faire toujours les liens profonds de l'Égypte et l'Afrique. Bien sûr, à cause de sa valeur pour boire le Nil et tout ça, c'est très important. Et logiquement, quand Hérodote est venu en Égypte, il appelle le Nil ou l'Égypte comme le don de Nil. Donc c'est très important. Oui, le don de Nil avec aussi le rôle que les Égyptiens ils ont fait. Beaucoup de choses vraiment, mais il y a beaucoup d'autres parties parce qu'il faut parler à travers l'histoire par rapport aux liens entre l'Égypte et l'Afrique. Si on parle de l'Égypte ancienne, la coopération entre l'Égypte et les pays africains, oui. si vous pouvez on peut dire la première relation directe, ça commence pendant la 5e dynastie égyptienne. Ça, c'est les bâtisseurs des pyramides, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. Il y avait un roi qui s'appelle Sahoura. C'est le deuxième pharaon de la 5e dynastie, presque 2400 avant Jésus-Christ. Et là, on voyait une flotte égyptienne pour l'Afrique, pour faire le commerce et les échanges avec les Africains. À travers le Nil. À travers, bien sûr, à travers le Nil, une partie. Après, c'est la mer Rouge. Parce qu'on a utilisé les bateaux pour aller jusqu'à la Somalie. Et ça, c'est les pays-là qui s'appellent les pays de Ponte. Et pour ça, il y avait aussi les bateaux de Hatshepsut, après, pendant la 18e dynastie, mais c'était après. Le lien aussi direct quand la Nubie, ça devient une partie de l'Égypte avec Sénoserte III. Il est un pharaon de Moyen Empire et il était là-bas parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, des troubles par quelques tribus là-bas à la frontière. Donc c'est lui qui était là-bas avec alors des soldats pour faire la stabilité là-bas. Puis ça commence que la zone de la Nubie, ça fait une partie de l'Égypte. La Nubie, bien sûr, c'est la zone qui s'appelle d'après Noub, c'est l'or. Oui. Il y a la Nubie égyptienne, c'est la Nubie qui commence depuis Soudan jusqu'à la frontière, c'est depuis Assouan jusqu'à la frontière avec de Soudan. Et puis la Nubie soudanaise, c'est depuis la frontière jusqu'à Khartoum. Tout ça, c'est la zone de la Nubie. Et bien sûr, Halaïb, Chalatine, ça fait une partie de tout ça. Puis depuis ça, ça commence une partie de l'Égypte. Après ça, c'est jusqu'à la période d'Hatshepsut. Alors, c'est sa flotte commerciale, c'était là-bas. Et c'est enregistré sur le mur du temple d'Hatshepsut à Dir el-Bahri à Luxor. Exactement. On voit des bas-reliefs sur les temples bien sûr. Qui nous montrent les expéditions et les genres d'animaux qui venaient. Il y avait aussi le commerce d'ivoire, d'où l'île éléphantine, où il y avait un vrai commerce d'éléphants et d'ivoire. C'est aussi à travers ces expéditions justement que l'Égypte a fait connaissance du continent africain. Bien sûr. Alors il y a aussi les images qui représentent l'arène de Ponte de ces pays-là. Donc on a beaucoup de détails par rapport à ça. Jusqu'à la période de c'est ce qu'on appelle la période tardive. Il y a pendant le 21e, 22e dynastie, il y avait un roi qui s'appelle Nikao. Et là, on voyait encore une autre flotte égyptienne pour tourner tout autour de l'Afrique. Pas uniquement d'aller jusqu'à Ponte de la Somalie, non, c'était pour faire le tour tout autour de l'Afrique. C'était pour la première fois de découvrir la côte africaine. C'était par un roi égyptien. Donc on avait beaucoup de liens. Encore pendant le 2e siècle avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup de migrations d'Amazirs. Amazigh, c'est du nord de l'Afrique, les Berbères. Elles viennent en Égypte et s'installent. Après quelques siècles, ils ont fondé une famille royale en Égypte. C'est la famille de la 22e dynastie par les rois qui s'appellent Shoshank. C'était d'origine d'Amazigh. Et c'est ceux qu'on trouve à Siwa. Bien sûr. C'est à Siwa encore, il y a... Oui, mais les groupes, il y avait des groupes. Mais après, ils s'installent au sud de l'Égypte. Après, c'est à Delta. Et puis, ils ont propagé dans une grande partie de l'Égypte. Oui, mais jusqu'à maintenant, on a les traces des groupes Amazirs, c'est à Siwa. Ils utilisent jusqu'à maintenant un dialecte berbère qui s'appelle Siwi. Oui, ça fait une partie de tout ça. Mais Siwa, c'est le centre de ces groupes-là. Jusqu'à Fayoum aussi. Il y a deux liens avec aussi les tribus de la Libye et tout ça. Ça, c'est pendant la période ancienne, pharaonique, on avait beaucoup de liens avec. Et puis, à travers l'histoire, on avait beaucoup. À l'époque de la reine Hatshepsut, après sa mort, sa fille, elle était envoyée par celui Octave, celui qui a gagné la guerre contre Hatshepsut et Marc-Antoine. Elle a envoyé la fille de Hatshepsut pour épouser un roi africain.
c'est le roi de la Mazir du nord de l'Afrique. Ça, c'est une information très importante. Ma femme, elle est algérienne, donc on a beaucoup de liens. Et la tombe de la fille d'Hatshepsut se trouve à Chirchal. Chirchal ou Tibaza, c'est une province de l'Algérie. Elle se trouve là-bas. La tombe de la reine ou de la fille de la reine Hatshepsut. Elle a épousé un roi africain. Ça, c'est très important. Et même les deux peuples, le peuple égyptien et le peuple africain, ils sont tous de même origine. Ils sont d'origine hémite. Et c'est d'après Ham, le fils de Noé. Parce que Noé avait 3 enfants, Sem, et tous les enfants de Sem habitent en Arabie. Okay? Les Arabes, les Hébreux, et tous ces groupes-là. Oui. Et Ham avait Mitzrayim, c'est le grand, et le fils aîné, c'est le grand-père des Égyptiens. Et d'après le nom de Mitzrayim, on est Misraïm, c'est d'après lui. Et l'autre fils s'appelle Kouch. Kouch, c'est le grand-père du groupe Kouchite, c'est le groupe africain. Okay? Et le troisième fils s'appelle Fout, c'est le grand-père d'Amazir, du nord de l'Afrique. Donc on a aussi de mêmes racines et de même origine après. Quand on regarde les momies qui sont bien mises en valeur au musée du Caire, on verra que les femmes avaient les mêmes nattes que les Africains d'aujourd'hui. On a les mêmes tresses, on a les mêmes, on a à peu près les mêmes couleurs vives qu'on retrouve dans les vêtements aujourd'hui traditionnels africains. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que nous avons laissé aux Africains après notre passage? Oui, bien sûr, on avait beaucoup de liens. Et ces liens, bien sûr, ça fait d'influence par rapport à la physionomie. Alors, les traits de visage et tout ça, ça c'est logique, on peut trouver là. Et même aussi les premiers pharaons d'Égypte, ils viennent du sud. Narmer, le premier pharaon, le fondateur de la première dynastie, originalement, il vient du sud. Donc, ça c'est le groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe nilotique. Parce qu'avec aussi le mélange, avec l'entre-mariage, ça fait beaucoup d'échanges, ça fait aussi beaucoup d'influence physiologique et tout ça, ou physique. Donc, ça c'est logique de trouver beaucoup d'images aussi qui rassemblent avec le visage brun, avec tout ça, ça jusqu'à maintenant. Et bien sûr, les habitants d'Assouan et tout ça, beaucoup de liens. Mais encore, il faut aussi distinguer entre, bien sûr, la ligne de Pantou. Pantou, vous connaissez là, c'est la ligne qui sépare la race, c'est ce qu'on appelle nègre, ça existe parce que ça c'est un nom, c'est une nomination scientifique. Hein, okay? C'est le groupe Couchite avec le groupe nilotique. Et avec l'entre-mariage, et puis ça commence de nous donner alors, c'est ce qu'on appelle l'africanisation. Okay? Parce qu'avec les migrations arabes, avec l'entre-mariage et tout ça, on commence de trouver du nouveau groupe démographique, des Arabes avec des traces africaines, ou des Africains avec aussi d'une influence arabe. Ça existe beaucoup, ça. Même si on continue le voyage, s'il vous plaît, à travers la période médiévale, avec l'islam, où c'était avant le christianisme. C'est l'Égypte qui donnait l'Afrique le christianisme, et c'était grâce à Saint-Marc ou Saint-Marc, ça dépend de la prononciation. Il était envoyé par Jésus pour propager le christianisme alors en Afrique. Il s'installe en Égypte et en Alexandrie particulièrement, et c'est lui qui fondait la première église en Afrique et une des premières églises de l'histoire chrétienne. C'est l'église d'Alexandrie ou l'église de Saint-Marc. Il est considéré comme le premier patriarche de l'Église. Et jusqu'à maintenant, le patriarche orthodoxe de l'Égypte, il s'appelle comment? Le patriarche de l'Église de Saint-Marc en Alexandrie. Donc, et grâce à l'Égypte, c'était bien sûr propagé en Nubie, l'église de la Nubie, en Éthiopie, c'est l'église de l'Éthiopie, qui avait beaucoup de liens avec. Bien sûr, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, c'est le patriarche qui était nommé par le patriarche de l'Égypte. Avec l'islam aussi, ça commence d'avoir deux liens. C'est l'Égypte aussi qui donnait l'islam pour le reste du continent africain. Et aussi par rapport à l'installation des Arabes, les migrations, tout ça. Amr ibn al-As, il a envoyé Uqba ibn Nafi' pour aller en Libye, la Tunisie, tout ça. Après Moussa ibn Nusayr, c'est lui qui continuait la vague des migrations jusqu'en Andalousie avec Tariq ibn Ziyad. C'est tout ça. Et puis jusqu'en Afrique noire, encore l'Égypte a joué un grand rôle pour la propagation de la culture arabe et l'islam en Afrique et dans le bassin de Nil. Donc c'est beaucoup de liens à travers l'histoire. Oui. Si on passe un tout petit peu dans le futur de ce passé, arrivant jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'arrivée ou la fin du règne de la famille de Mohammed Ali et l'arrivée
officier libre et la révolution de Oui. 52. On parle d'un nouveau volet dans les relations égypto-africaines. C'est ça. c'est ça. Surtout avec Gamal Abdel Nasser. Ouais. Avec la famille Mohamed Ali, donc Ismaël Pacha, et bien sûr, il a envoyé des soldats là-bas qui faisaient le Soudan, ça fait partie de l'Égypte. Oui. Et ça fait aussi, ça causait la modernisation de Soudan. Parce qu'avant, c'était presque des tribus dispersées, tout ça, mais on commence de donner l'administration, de donner beaucoup de discipline et beaucoup d'organisation. Oui, depuis 1821, et même avant Ismaël Pacha, avec même Mohamed Ali lui-même, et après les descendants jusqu'à Ismaël, et puis c'était l'Égypte, ou le bassin de Nil, ça fait une partie de l'Égypte, et le roi s'appelle le roi de l'Égypte au Soudan. Et le roi Farouk et tout, tout ça, ça c'est jusqu'à l'indépendance et tout ce qui se passe à cause de l'intervention anglaise pour la séparation de Soudan de l'Égypte. Avec bien sûr Gamal Abdel Nasser, il y avait beaucoup d'idées par rapport d'aider tous les révolutionnaires, tous il a soutenu l'indépendance de plusieurs pays. Oui, ça c'est jusqu'à 1960, c'est ce qui est considéré comme l'année de l'indépendance de l'Afrique. Parce qu'une grande partie des pays africains avaient leur indépendance dans les années 1960. Et même ça, c'est aussi, ça fait beaucoup de problèmes économiques pour l'Égypte et tout ça, mais l'Égypte a joué un grand rôle pour l'indépendance d'une grande partie de l'Afrique. Et même après l'indépendance, la restauration des États africains, l'Égypte a avec joué aussi un grand le rôle. rôle de Lazare. Il ne faut pas oublier le rôle de Lazare. C'est depuis la fondation de la mosquée de Lazare, 1970. Alors, on a envoyé notre ulama, notre scientifique, notre scolaire pour aller là-bas pour propager alors la culture arabe et l'islam dans tous ces pays à travers les siècles. Et encore, pendant leur voyage de pèlerinage, beaucoup d'étudiants qui viennent pour s'installer en Égypte les 3 mois avant le début du convoi de pèlerinage. Ça, c'est pour étudier à Lazare. Et pour ça, on peut trouver beaucoup de rouaks de Lazare qui portent le nom des peuples africains. Les rouaks al-Maghariba, رواق Darfour, Takarir. Takarir, c'est-à-dire le peuple qui habite à l'ouest de l'Afrique. Ça s'appelle Takrour ou Takarir. Et d'après ça, c'est aussi Boulak et Takrour. Ou Dakrour. Ça vient de ça, parce qu'il y avait beaucoup de migration, ou beaucoup de migrants d'origine Takrour, de l'ouest Afrique, qui vivaient là-bas jusqu'à la période médiévale. Aussi, il y a Rouak Senar, Rouak Al-Gabartiya. Ça, ce qui vient de la Somalie. Al-Gabarti, ça appartient de ces gens-là. Donc, aussi, Lazare a joué un grand rôle aussi par rapport à tout ça, pour faire un lien très profond entre l'Égypte et l'Afrique. C'est vrai, même culturellement parlé, on va dire que la période la plus riche dans les temps modernes, c'était celle d'Abdel Nasser. On n'a jamais vu de concert ni de convoi artistique qui se déplaçait et faisait des tournées africaines comme on l'avait vu du temps d'Abdel Nasser. Kalsoum a fait des concerts, a fait une tournée africaine alors qu'on ne partageait pas la même langue. Mais jusqu'à maintenant, il y a des gens, des Africains, qui se mémorisent un petit peu des mélodies. Il ne faut pas oublier aussi par rapport à ce lien, une femme égyptienne qui s'appelle Fathiya, elle a épousé Nkrumah, le président de Ghana. Elle est devenue alors la femme du président de Ghana, une femme égyptienne, pendant le lien très proche entre l'Égypte et l'Afrique. Et parce que si Nkrumah, elle est considérée comme le fondateur de Ghana moderne, elle est venue en Égypte, elle avait une belle fille égyptienne qui s'appelle Fathiya, elle l'a épousée. Aussi à l'époque, après 1952, aussi ça fait 2 liens entre nous et le peuple de Ghana. Et avec tous les peuples, presque tu nous parles d'un pays, je vous parle d'une chose très particulière de chaque pays, avec son lien avec l'Égypte. Les Libyens, les Tunisiens, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup d'aide à ces pays, par exemple l'Algérie, si on parle de l'Égypte, elle a aidé à l'indépendance. On a aidé les Algériens pendant l'indépendance et les Algériens nous aident. Alors, pendant la guerre 1973, la victoire sur Israël, le roi ou le président de l'Algérie, il a envoyé 3000 soldats algériens. Alors, oui, c'était le 2e pays qui nous donne des aides après l'Irak. Donc, l'Égypte, la Syrie, c'était les pays de confrontation. L'Irak, l'Algérie, les 2 pays qui nous donnent beaucoup d'aide militaire pendant cette période-là. Et même aussi, l'hymne national de l'Algérie, c'est Mohamed Fawzi, c'est lui qui fait la composition et tout ça. On parle beaucoup de choses, vraiment, l'Égypte. Abdelkrim El-Khattabi, il est un grand dirigeant marocain. Il était enterré en Égypte. El-Khattabi, c'est un nom
très grand pour les Marocains. Si tu parles à Al-Khattabi, c'est un héros pour eux, parce que c'est lui qui conduisait alors la confrontation contre l'occupation espagnole et française là-bas. Et puis, le reste de sa vie, ça a été en Égypte. Beaucoup de scientifiques africains, d'origine africaine, étaient installés. Ibn Khaldoun, il est né en Tunisie. Après, il a fait le voyage partout. Et puis, il s'installe à la fin de venir en Égypte. Il est devenu aussi le grand juge Qadi al-Qouda. Alors, en Égypte, Ibn Khaldoun, il est considéré comme le fondateur de la sociologie. Donc on parle beaucoup de liens. Et les révolutionnaires de Tunisie ou d'Algérie étaient en Égypte avec Abdel Ahmed Ben Bella et tout ça. Et Sawt al-Arab, la voix des Arabes, c'était la voix de l'indépendance et aussi par rapport aussi les dirigeants de la révolution algérienne contre l'occupation française, c'était aussi en Égypte. Et ça, ce qui est causé à la fin, c'est ce qu'on appelle l'agression française, anglaise et israélienne. L'Udwan al-Sulasi, donc c'était à cause du... 1956. Oui, c'était à cause d'aide que l'Égypte a donnée pour l'Algérie. Là, on parle d'une relation très profonde entre l'Égypte et l'Afrique. Docteur Ismaël Hamed, malheureusement, notre temps vient à bout. Merci à vous de votre participation à notre programme. On aura un seul mot à dire, c'est que l'Égypte a connu ses périodes de grandeur et de décadence, mais elle restera toujours fidèle à ses traditions pour aider les peuples d'Afrique à suivre la voie du progrès. Merci Samah. Merci Noah, merci chers téléspectateurs pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.